Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Dans notre monde actuel, le rôle des hommes a vraiment beaucoup changé. Si certains d'entre nous réagissent bien à la pression qui pèse sur nos épaules, d'autres éclatent parfois littéralement, ce qui a des impacts sur leur entourage. Du coup, pour aider les hommes, les écouter, nous avons en région certains organismes dont la présence est plus que rassurante. Nous recevons aujourd'hui M. Jean-Philippe Gourde, intervenant et coordonnateur du Centre Alter-Agir, avec qui nous allons discuter de la situation actuelle et également découvrir en quoi consiste cet organisme. Bonjour, M. Gourde. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Merci, vous? Oui, ça va très bien, merci. Quelles sont les principales problématiques, selon vous, qui sont vécues par les hommes dans notre société? Ce qu'on voit de plus en plus, c'est beaucoup de la détresse au niveau psychologique. Puis, qu'est-ce qu'on peut entrer là, dans cette catégorie-là? On va parler beaucoup de stress, d'anxiété. Ça peut être aussi de la dépression, gestion des émotions en ce qui nous concerne davantage. Donc, c'est vraiment ce qu'on voit là, de plus en plus là, dans notre quotidien actuellement. OK. Pourquoi, selon vous, certains hommes éprouvent des difficultés à gérer leurs émotions? J'aurais tendance à dire que, historiquement, les hommes n'ont pas été habilités ni outillés pour réussir à faire ça. Si on prend l'exemple un petit peu là, de la masculinité traditionnelle, la fameuse phrase « un homme, ça pleure pas », c'est quelque chose qu'on entend de moins en moins, mais qui est encore véhiculé. Là. Ça a la couenne dure, si on peut dire ça, cette expression-là. Ça persiste encore de nos jours. Donc, c'est ce qui fait en sorte là, que certains hommes se retrouvent davantage seuls à gérer leurs émotions, puis à essayer beaucoup de choses avant de se résigner à demander de l'aide. Donc, je pense que c'est ce qui explique. Là. On a tendance à occulter nos émotions presque du côté des hommes, finalement, et à rejeter ça, et c'est pas important. Tout à fait. Mais ça l'est pourtant. On s'en occupera plus tard, hein? C'est ce qu'on se dit. Mais ça l'est pourtant d'une importance capitale. Là. Tout à fait. Est-ce que c'est difficile pour les hommes de reconnaître leurs problématiques et de faire le premier pas? Souvent, oui, c'est quelque chose qui va être difficile. Parce que, un petit peu comme j'expliquais là, en lien avec la question précédente, c'est que demander de l'aide aujourd'hui, bien, c'est encore malheureusement associé à un signe de vulnérabilité, un signe de faiblesse, particulièrement chez les hommes. Donc, effectivement, là, je pense que c'est ce qui rend ça difficile pour eux. Là. OK. Ouais. Quels seraient, selon vous, les principaux, finalement, facteurs qui poussent les hommes à la violence? Il y en a plusieurs, en fait, qu'on remarque là, ici à l'organisme. Par contre, j'aimerais juste faire une mise en garde. Oui. Il y a des choses qui expliquent, mais ça ne vient pas nécessairement justifier l'utilisation des comportements violents. Je suis d'accord avec vous. Si on parle, par exemple, de l'environnement dans lequel un homme va être appelé à évoluer à partir de son enfance, ici, ce qu'on remarque là, au fil des ans, c'est qu'il y a quand même une corrélation là, qui s'installe entre les hommes qui exercent des comportements violents, puis ceux qui ont vécu, par exemple, de la violence à l'enfance et à l'adolescence, et puis ceux, par exemple, qui ont vécu de l'intimidation aussi, consciemment ou pas, ils vont être amenés à reproduire ces comportements-là une fois à l'âge adulte dans leur relation. Pourquoi? Malheureusement, c'est que la violence, on se rend compte que ça fonctionne quand l'objectif est de faire peur, quand l'objectif est de dominer, prendre pouvoir sur l'autre personne. Donc, je pense que c'est ce qui incite certains de ces gars-là à exercer ces comportements-là qui sont malheureusement inadaptés. De quelle façon s'exprime cette violence, finalement, chez les hommes? D'un côté, on a les gestes de violence et puis les gestes de contrôle. Il y a 5 catégories de violence là, qui est répertoriée dans la littérature. On va parler bien évidemment de violence physique, mais il y a aussi la violence verbale, violence psychologique, la violence sexuelle et aussi la violence économique, qui est un petit peu moins connue, mais qui fait partie aussi là, des formes de violence qu'on remarque là, ici à travers les différents hommes qu'on rencontre. En quoi ça consiste, la violence économique? Parce que c'est un thème que moi, j'ai... Quand on parle de violence économique, là, c'est vraiment la personne qui va prendre avantage sur sur sa conjointe, par exemple, en prenant le contrôle des entrées et des sorties d'argent,
Ça pourrait même aller jusqu'à isoler sa conjointe pour l'empêcher d'avoir un travail qui la permet d'être rémunérée pour répondre à ses besoins personnels. Donc, ça peut aller jusque-là. L'empêcher d'être indépendante, finalement, d'une certaine façon. Tout à fait. Puis il y a encore des femmes, quand même, qui vivent ça maintenant dans notre société. Oui, exactement. OK. Qui sont les principales victimes de la violence qui est exprimée par les hommes et quels sont les impacts? C'est sûr qu'on va parler souvent de l'entourage de ces hommes-là, particulièrement, comme je vous expliquais, par exemple, la conjointe dans le cadre de relations intimes. Mais il y a aussi les enfants qui sont exposés à cette violence-là. Puis souvent, on a on va parler du mythe là, de l'enfant qui n'entend pas, qui n'est pas témoin directement de cette violence-là. Moi, exemple, j'ai des usagers, là, des fois, qui vont me dire, ben mon enfant, il n'est pas témoin de chicane entre moi et ma conjointe, soit qu'il dort ou il est à l'école. Mais c'est quand même faux de prétendre que ça n'a pas d'impact sur eux, parce que cette violence-là va quand même avoir des répercussions. On le sait, hein, les enfants, c'est des éponges au niveau du ressenti. Donc, de retour à la maison, bien, ils vont ressentir quand même cette tension-là qui est installée. Donc, par la bande, c'est quand même là, des victimes de cette violence-là, même s'ils ne sont pas toujours exposés directement. Est-ce que ça se répare, un homme violent? Est-ce que les comportements changent, finalement? La fameuse question. Je vous dirais que oui, mais il y a une condition importante pour faire en sorte qu'un homme violent se répare. Ce que je vous dirais, c'est que nous, on travaille beaucoup ici avec l'approche de responsabilisation individuelle, ce qui veut dire que tant et aussi longtemps qu'un homme ne s'approprie pas cette pleine responsabilité-là en lien avec ses comportements, c'est très difficile de changer de façon durable dans le temps. Okay. Donc, ce qu'on demande vraiment pour qu'un homme puisse se réparer, pour réutiliser votre terme, c'est qu'il prenne la pleine responsabilité de ses comportements violents et qu'il les assume. C'est qu'il admette ses comportements, finalement. Tout à fait. La personne qui ne l'admet pas, bien, ça va continuer puis il ne viendra pas vous voir. Exactement. OK. C'est quand même dramatique à ce niveau-là. Ouais. C'est le temps d'agir semble être un slogan qui revient souvent sur vos réseaux sociaux. Ouais. Je pense que c'est vraiment le slogan, finalement, de l'organisme. Ouais. Mais à quel moment les hommes réalisent-ils que c'est effectivement le temps d'agir? Souvent, ce qu'on remarque, c'est que les hommes vont remarquer que c'est le temps d'agir quand ils sont confrontés soit à un gain significatif ou une perte significative. Ça peut être, par exemple, la conjointe qui lance un ultimatum et qui lui demande d'aller consulter, sinon, ben, elle va mettre fin à la relation. Ça peut être un homme qui a des comptes à rendre au niveau de la justice et puis qui va avoir un gain significatif au niveau de la cour en venant consulter. C'est souvent des motivations qui sont très externes. Donc, nous, notre objectif, c'est d'amener ces hommes-là à développer des motivations plus intrinsèques un petit peu. Parce qu'il y a des hommes qui vont remarquer, par exemple, que à travers différentes relations, c'est pas parce qu'on change de relation que les comportements disparaissent. Des fois, les patterns se répètent. Ouais, ça se reproduit finalement, oui. C'est ça. Donc, c'est de les amener vraiment à faire ces changements-là pour eux. Donc, de cette façon-là, on évite le plus possible à ce que ces patterns-là se répètent d'une relation à l'autre. La violence conjugale a encore quand même une place dans notre société qui est malheureusement est très présente encore. Tout à fait, tout à fait. On parle beaucoup de violence conjugale et familiale. Ici, à l'organisme, ben, de plus en plus, on donne une considération importante aussi au contexte de violence sociale, c'est-à-dire que c'est pas tous les hommes qui vont lever la main en manifestant, se manifestant comme étant des hommes au comportement violent envers leur conjointe. Il y en a pour qui ça va être de la violence qui va être remarquée un petit peu plus, par exemple, dans le cadre du travail. Mais ce qu'on remarque, c'est que c'est pas rare que si une violence est manifestée, des comportements violents sont manifestés dans certains contextes, bien, ils vont se répéter aussi au niveau conjugal et familial. Donc, c'est un petit peu la porte d'entrée là, qu'on a élargie là, avec les années pour permettre à plus d'hommes d'avoir accès à nos services. Et il doit y avoir des hommes aussi que la violence s'exprime peut-être davantage dans un contexte où ils ont pris quelques verres, des choses comme ça. Tout à fait. Quand on parle de consommation, évidemment, c'est ce qu'on appelle des facteurs aggravants là, qui peuvent amener de la désinhibition. Donc oui, effectivement, là, des fois, il
il y a certains hommes qui vont avoir tendance à manifester des comportements un petit peu plus impulsifs, un petit peu plus agressifs lorsqu'ils sont sous l'effet d'alcool ou de certaines drogues. OK. Pour parler plus spécifiquement de votre organisme, finalement, comment a débuté l'aventure du Centre Alter-Agir? Bien, vous imaginez bien que c'est pas moi qui l'ai fondé, hein, il y a 38 ans maintenant. Non, vous serez beaucoup trop jeune pour ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est remettre un petit peu en contexte l'apparition des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences qui se situent là, au Québec autour des années 70. Bien, les ressources pour hommes en prévention de la violence sont apparues un petit peu plus au courant des années 80. Au moment où est-ce qu'on s'est dit, bien, aider ces hommes-là, ça peut probablement faire partie de la solution plutôt que de les envoyer en prison puis de jeter la clé, là, comme on dit. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu des ressources se développer un petit peu partout à travers le Québec. Puis maintenant, bien, si je peux faire un petit peu de promotion sur ce volet-là, bien, on fait partie d'un regroupement qui s'appelle le Réseau à cœur d'homme. Okay. Puis le Réseau à cœur d'homme, bien, c'est 32 organismes partout à travers le Québec qui offrent des services en prévention de la violence, spécifiquement dans un contexte conjugal ou familial. Donc, ces 32 ressources-là là, sont apparues au fil des ans jusqu'à aujourd'hui. OK. C'est un réseau, finalement, auquel vous êtes affilié. Oui. Tout le monde travaille dans le même objectif. Exactement. Quelle est la mission exactement du Centre Alter-Agir? La mission première du Centre Alter-Agir, c'est vraiment d'aider les hommes à modifier leur comportement problématique par un accompagnement qui est durable, professionnel et confidentiel. C'est vraiment l'objectif, là. On fait principalement de l'intervention individuelle avec ces hommes-là pour les aider à développer des stratégies alternatives à la violence, à concevoir c'est quoi une relation égalitaire et puis à prévenir la récidive d'épisodes de violence. OK. Quel est le territoire desservi par le Centre Alter-Agir? Le territoire complet concerne la MRC des Appalaches. Okay. Vraiment, là, les différents villages aux alentours et tout ça. Là, donc, on couvre l'entièreté de la MRC. Parfait. Quand même un grand territoire à desservir de votre côté. Avant 2022, l'organisme se parlait d'homme à homme. Qu'est-ce qui a motivé l'adoption d'une nouvelle dénomination? En fait, ce qu'on souhaitait dans un premier temps, c'était de rajeunir notre image de marque, notre identité visuelle, faire un petit peu, là, couper le lien avec les couleurs pastel là, des années 80 pour rendre ça un petit peu plus jeune, un petit peu plus actuel. Mais on se disait aussi, parce que l'ancienne dénomination qui était se parler d'homme à homme, ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, en discutant avec certains usagers, c'est que ça avait une connotation qu'on ne souhaitait pas, c'est-à-dire une connotation où est-ce que certaines personnes sentaient qu'en venant ici, ils allaient se mesurer d'homme à homme. Et puis, c'est pas ce qu'on souhaitait. Non, pas du tout. C'est vraiment à l'opposé. Donc, ce qu'on a décidé, c'est vraiment de faire un travail en collaboration là, avec une firme créative pour essayer de trouver un nom un petit peu plus neutre et puis quelque chose de plus rassembleur, là. Étant donné aussi que se parler d'homme à homme, il y a beaucoup de gens, quand ils appelaient à l'organisme, qui se réalisaient qu'on embauche des femmes ici à l'organisme, bien, il y en a qui se demandaient pourquoi le nom se parler d'homme à homme à ce moment-là. Donc, on a essayé là, de répondre à toutes ces questions-là en choisissant un nom plus neutre aujourd'hui, qui est le Centre Alter-Agir Ressources pour hommes en prévention de la violence. Mais il y en a vraiment qui voyaient ça comme d'homme à homme, comme une confrontation. Tout à fait. Okay. Tout à fait, ce qui est vraiment pas le cas. Ce qui était un peu peut-être... contradictoire. Oui, d'une certaine façon, mais je veux dire, ça n'aurait pas amélioré leur problématique pas non du plus. Pas là. du tout. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le nouveau nom, finalement, Ben oui, du Centre Alter-Agir? effectivement. Hein, le alter qui signifie là, modifier, changer, faire les choses autrement, différemment. Puis on a le agir qui s'agit d'être en action, de se mobiliser, de faire les efforts pour faire des actions différentes, des comportements différents. Donc le alter-agir qui veut dire au final agir différemment. Quel est le premier pas qui se fait avec les hommes qui vous contactent? Bien, en fait, ça va vraiment être la mise en place d'un premier rendez-vous. Ce rendez-vous-là va servir à quoi? Va servir à mieux connaître l'homme qui se trouve en face de nous, identifier la problématique, identifier les besoins de cet homme-là,
puis s'assurer que ça cadre bien dans notre offre de service. Pourquoi? Parce qu'on le sait, hein, les hommes ont particulièrement de la difficulté à consulter, de la difficulté à se raconter. Donc, ce qu'on veut éviter le plus possible, c'est de se retrouver après quelques rencontres et se rendre compte que l'homme qui est en face de nous ne cadre pas dans notre service et qu'on se doive de le référer. Donc, on veut vraiment s'assurer de bien répondre à ces besoins-là le plus rapidement possible pour éviter justement que l'homme ait à se raconter de nouveau dans un autre organisme. Okay. Là, le prendre en charge immédiatement, finalement, c'est votre objectif. Oui. Quels sont les services, au fond, qui sont offerts par le Centre Alter-Agir? On a différents volets, en fait. Le premier, là, on en parle un petit peu depuis le début de l'entrevue, qui est le volet adulte, qui est destiné pour les hommes de 18 ans et plus, qui se résume principalement de l'intervention individuelle, où est-ce qu'on va aider la personne à prendre conscience de sa violence, identifier ces comportements-là, puis l'aider à trouver des alternatives à ces comportements-là pour améliorer ses relations au final et être bien. Hein. Ça, c'est dans le cadre du volet adulte. On a ensuite le volet jeunesse, qui est une nouveauté, bientôt plus nouvelle, là, étant donné que ça fait quand même là, bientôt 3 ans qu'on offre ce service-là. Le volet jeunesse est proposé pour les adolescents de 12 à 17 ans, qu'on va rencontrer plus dans une optique de prévention, hein, étant donné que les jeunes de 12 à 17 ans, bien, c'est nos futurs papas de demain. C'est les gens qui vont participer à notre communauté, à notre système. Hein. Donc, on veut aider ces gens-là, tôt dans leur vie, à développer des comportements sains au niveau relationnel. Donc, on a des partenariats actuellement avec les écoles secondaires qui nous permettent d'aller rencontrer ces jeunes-là directement à l'école pour faciliter l'ensemble de la démarche. Puis, on offre aussi à ces jeunes-là des ateliers en classe. Donc, ce volet-là est vraiment divisé en deux, c'est-à-dire qu'on a les rencontres individuelles d'un côté, puis on a aussi la prévention en milieu scolaire qui s'adresse à l'ensemble des classes là, du secondaire. Hors des activités de prévention, ça arrive-tu qu'il y ait des jeunes de moins de 18 ans qui aient déjà des problèmes de violence par rapport... Effectivement. Et que vous rencontrez aussi? Oui, exactement. Là, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on mettait là, dans nos statistiques là, jusqu'à tout récemment. Mais je dirais là, que c'est entre 10 et 20 des usagers qui consultent à notre organisme qui sont issus du volet jeunesse. OK, donc malheureusement, c'est pas prêt de se résorber encore, cette problématique-là. Mais on pense quand même qu'on a un impact significatif auprès de ces jeunes-là. Okay. Donc, c'est dans ce sens-là que ce volet-là a son importance. OK. Il y a ensuite le volet socio-judiciaire qui s'adresse davantage aux usagers, comme je vous expliquais là, plus tôt, qui sont référés par la justice dans le cadre de mesures légales ou de suivi obligatoire, là, par exemple. Donc, ça, c'est le volet socio-judiciaire. Et le volet entreprise, qui consiste à offrir de l'aide aux équipes de ressources humaines dans les entreprises pour les aider à mieux détecter les comportements de violence chez certains employés. Puis, on le sait, on est dans un contexte où est-ce que la main-d'œuvre est rare. Des fois, on a des bons employés, mais qui ont des comportements problématiques, puis on voudrait donc les aider puis les conserver dans l'entreprise. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'aller aider ces ressources-là pour mieux encadrer leurs employés, puis peut-être même leur offrir des suivis individuels aux besoins, là, si même la confidentialité le permet, aller directement dans leur milieu, c'est une possibilité qu'on offre. Même si votre territoire est très grand, finalement, est-ce que ça arrive qu'il y a des gens qui vous contactent qui ne sont pas du territoire? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, en fait, comme je vous expliquais, on est 32 organismes membres d'À Cœur d'Homme. Puis, chaque organisme a une partie là, de la province qui lui est desservie. Tout le territoire du Québec, finalement, est couvert par divers organismes. Exactement. Donc, c'est sûr que si on a quelqu'un qui nous contacte puis qui est en dehors de notre territoire, ce qu'on va l'inviter à faire dans un premier temps, c'est de contacter l'organisme qui est assigné à sa région. À leur territoire. Puis sinon, mais s'il y a des raisons qui font en sorte que c'est plus simple pour lui de venir consulter directement notre organisme. Je prends par exemple
un usager qui pourrait venir, je ne sais pas moi, de Saint-Ferdinand, mais qui travaille ici à Thetford et qui souhaite avoir un rendez-vous en fin de journée de travail, bien, c'est peut-être plus facile pour nous à ce moment-là de l'accommoder et puis de faire la rencontre directement là, à notre organisme ici à Thetford. On a parlé des jeunes. C'est sûr qu'il n'y a pas juste les jeunes, il y a des personnes de tous les âges. Oui. Dans quelle catégorie d'âge, finalement, on retrouve votre clientèle? Bien, comme je vous expliquais, nos services sont destinés aux personnes de 12 à 100 ans, si on peut dire ça comme ça. Mais moi, ce que je vais parler de ce que je remarque là, au courant des dernières années. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille pour le Centre Alteragia. Puis, il y a 10 ans, ce qu'on voyait, c'est principalement des hommes âgés entre 35 et 50 ans qui consultaient. Maintenant, j'aurais envie de dire que le 18 à 35 ans est quand même notre majorité d'hommes qui consultent. Donc, il y a vraiment une prise de conscience qui se fait plus tôt dans la vie de ces hommes-là, j'ai l'impression, et qui font en sorte que la tranche d'âge a évolué au fil des ans. Là. Donc, maintenant, c'est vraiment le 18-35 ans là, qui contribue un petit peu plus là, à fréquenter nos services. Là. On peut dire aussi que ce serait peut-être les femmes qui sont moins peut-être tolérantes par rapport à ce genre de problématique-là. Ça peut faire partie de la réponse. Puis je pense qu'il y a davantage de sensibilisation qui se fait aussi. Oui. De quelle façon parvenez-vous à rejoindre votre clientèle? C'est à eux qui vous contactent. Il y a aussi le cadre judiciaire, comme vous venez d'expliquer. Tout à fait. Ça vient d'un peu partout, finalement. Oui, bien, tantôt, on parlait de l'exemple des réseaux sociaux. Il y a des activités aussi là, qu'on fait un petit peu comme aujourd'hui, une entrevue à la télévision. Il y a des chroniques qu'on fait à la radio aussi régulièrement. On essaie toutes sortes de moyens là, qui sont mis à notre disposition pour vraiment essayer d'aller cibler un large public, si on peut dire ça comme ça. On a déjà fait aussi des chroniques là, dans le MAC 2000, par exemple, dans le passé. Mais je pense que c'est vraiment aussi l'impact du bouche à oreille qui fait encore Les son réseaux œuvre. sociaux aussi, quand même, vous avez une bonne présence aussi. Tout à fait. C'est ce que je voyais de mon côté aussi. Est-ce qu'il y a un coût pour vos services? Les services sont entièrement gratuits. On a la chance là, d'avoir un organisme qui est financé là, actuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux et puis une partie aussi qui est financée par le ministère de la Sécurité publique. Puis ça nous permet là, de redonner des services à la communauté qui sont entièrement gratuits. Est-ce qu'il y a une hausse de la demande dans les dernières années? Oui. Comment expliquez-vous ça? En fait, ce qu'on aurait tendance à penser, c'est qu'on se fait de plus en plus connaître, on est de plus en plus proactif et visible dans notre communauté. Donc oui, ça fait en sorte que maintenant, là, on a plus de gens qui viennent cogner à notre porte pour avoir de l'aide. Puis je pense qu'au final, ben, même si on peut faire dire qu'est-ce qu'on veut aux chiffres, ben, c'est bon signe. OK. Est-ce que la pandémie, par exemple, aurait pu avoir un impact là-dessus aussi, vu qu'on était comme isolés tous ensemble? C'est difficile à mesurer, mais effectivement, c'est pas faux de dire que ça a probablement eu un impact. OK, parce qu'on était tous regroupés, on ne pouvait pas sortir. Tout à fait. Les hommes avaient peut-être moins de manières aussi, finalement. Regarde, je connais des amis, moi, faut que je sorte de la maison. Là. Tout à fait. Sinon, à un moment donné, ça va exploser. Là. Donc, on peut facilement penser là, que le contexte de pandémie a accentué la détresse psychologique. OK. Est-ce que les hommes prennent plus facilement conscience de leurs problématiques qu'auparavant, selon vous? Je pense que oui. Oui. Pourquoi? Bien, il y a davantage de sensibilisation qui est faite. Puis malgré la résistance là, que je vous expliquais là, au courant de l'entrevue en lien avec la socialisation masculine traditionnelle, je pense que les hommes sont de plus en plus conscients de l'impact de leur comportement, du rôle de père qui évolue aussi dans notre société. Donc, je pense qu'ils sont de plus en plus conscientisés à l'impact d'avoir un rôle masculin significatif et positif. Donc, je pense que tout ça fait en sorte qu'effectivement, ils prennent plus conscience de l'importance de venir chercher de l'aide. Combien d'hommes pouvez-vous aider annuellement, environ? Environ, je dirais, ça tourne autour d'une centaine d'hommes différents qu'on peut rencontrer dans nos services. Là. Quand je dis une centaine d'hommes, c'est des hommes qui ont eu accès minimalement à au moins une rencontre individuelle au cours de l'année. Puis ça nous amène à avoir environ là,
je dirais un chiffre qui tourne autour de 900 rencontres individuelles chaque année là, pour l'ensemble de ces hommes. Fait qu'il y a quand même des hommes qui ont besoin de plusieurs rencontres, Tout finalement. à fait. Et je crois bien que c'est pas un problème non plus qui se résout en criant ciseaux, Effectivement, finalement. c'est vraiment, quand on parle d'une démarche de responsabilisation ici, c'est vraiment quelque chose qui se réalise à moyen long terme, là. Donc, on parle d'une démarche qui peut s'échelonner sur plusieurs mois. OK. Quels sont les principaux défis en lien avec votre organisme? Je dirais, un petit peu pour être en cohérence avec ce qu'on a discuté au courant de l'entrevue, notre mission, c'est-à-dire que le fait d'aider des hommes en prévention de la violence, c'est quand même quelque chose qui est encore, je dirais, menaçant pour certains hommes de s'afficher de cette manière-là. C'est pour ça qu'on va parler beaucoup dans notre langage de gestion émotionnelle, parce que c'est une façon de ratisser un petit peu plus large et c'est moins confrontant que de dire je m'en vais m'adresser à un homme violent. Ouais. Donc, quand on adapte le discours et qu'on parle de gestion émotionnelle, c'est un petit peu moins confrontant, puis ça nous aide à faire en sorte de rejoindre un plus large public. OK. Les gens se sentent davantage concernés. Ça fait moins peur d'une certaine façon aussi, je veux dire. Exact. Je pense que personne, même quelqu'un qui a un comportement violent, déjà, s'il y a de la misère à le reconnaître, il ne veut pas se faire considérer comme tel non plus. Tout à fait. Puis ce qu'on remarque aussi à travers les hommes qui consultent, je dirais qu'il y en a 9 sur 10 qui partent avec l'idée que la violence, c'est physique. Alors que, comme je vous expliquais plus tôt, bien, il y a différentes formes de violence. Quand on parle de violence verbale, violence psychologique, économique et sexuelle, bien, ça ratisse un petit peu plus large. Puis on a à faire de l'éducation auprès de ces hommes-là en lien avec ces formes de violence. Okay. Y a-tu, les hommes, j'imagine, ils expriment différentes sortes de violences, mais y en a-tu qui expriment, qui se catégorisent plus qui sont plus dans une catégorie et... Bien, je dirais que c'est dur à dire. C'est très difficile de catégoriser, effectivement. Ouais. Mais ce qui n'est pas faux, par contre, c'est que les hommes vont se retrouver souvent dans des formes de violence plus drastiques. Si on parle de violence verbale, violence physique, c'est des choses qu'on va voir plus du côté des hommes que du côté des femmes, là, par exemple. OK. Est-ce que vous collaborez avec d'autres organismes de la région? Oui. Okay. En fait, tous les organismes là, qui concernent le secteur de la justice, que ce soit REHAB, la DPJ, les avocats, les juges, des trucs comme ça là, qui nous amènent de la référence. Sinon, il va y avoir aussi les milieux scolaires, le centre de pédiatrie sociale avec qui on travaille beaucoup en collaboration, justement là, pour bien desservir là, notre clientèle. Donc, je dirais là, qu'on collabore avec l'ensemble des organismes du milieu communautaire. Quel est le lien avec le centre de pédiatrie sociale? Ça m'intrigue. Bien, en fait, c'est que des fois, ils vont rencontrer des jeunes qui vont manifester là, des comportements impulsifs, agressifs et violents, puis on est appelé à leur venir en aide là, spécifiquement en lien avec cet aspect-là. Quels sont les autres moyens? Est-ce qu'il existe d'autres moyens pour les hommes d'obtenir aide et écoute? Ou c'est plus centralisé de votre côté? En fait, il y a nous, de notre côté, qui est plus en gestion émotionnelle, en ce qui concerne l'impulsivité, l'agressivité et la violence. Sinon, il y a l'organisme Partage au masculin, qui est davantage généraliste, qui est là pour écouter et puis offrir de l'aide là, personnalisée pour les hommes. Il y a aussi le Centre d'écoute active Expression qui est là, puis les services de première ligne là, comme le CLSC, le Centre Don Rémy, là, qui peuvent effectivement là, offrir de l'aide à ces hommes-là sous différentes conditions. Est-ce que ça vous arrive qu'il y a des hommes qui vous contactent en situation carrément de crise? Oui, ça nous arrive. De là, l'importance, on essaie toujours, dans la mesure du possible, d'offrir de l'aide dans le plus court délai possible à ces hommes-là. C'est sûr qu'au courant de la dernière année, on est confronté à une nouveauté là, qui s'appelle une liste d'attente en lien avec nos services. Donc, on a à gérer ça un petit peu différemment, mais on essaye toujours de prioriser, faire en sorte là, de donner de l'aide le plus rapidement possible, parce qu'on le sait très bien qu'un homme qui ose faire le premier pas, bien, il y a peut-être beaucoup de choses qu'il essayait de faire avant qui n'ont pas donné l'effet escompté. Donc, on essaye d'être là le plus tôt possible pour l'accompagner dans sa démarche de changement. Ça vous arrive-tu des fois que ce soit pas l'homme qui vous contacte, que ce soit la femme ou un enfant pour dire, regarde, il y a une problématique de notre côté? Oui. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? En fait, c'est très fréquent. Nous, par contre, ce qu'on demande vraiment, c'est que dans une démarche de responsabilisation individuelle,
On demande vraiment à ce que ce soit la personne qui nous contacte pour démontrer un intérêt, une volonté à vouloir participer activement à cette démarche-là et changer ses comportements. Sinon, ça ne sert à rien de toute façon. Je veux dire, si l'homme n'est pas prêt à faire une démarche, c'est plus ben, difficile. Il ne se passera rien du tout. Exactement. Qu'est-ce qui pourrait être fait de plus, vous pensez, pour aider les hommes à sortir de leurs difficultés? 2 choses, en fait, puis je pense qu'on le fait de mieux en mieux. La première étape, c'est la sensibilisation. Hein. Je pense qu'on n'en fera jamais assez. Et puis, la deuxième chose, je dirais, c'est d'adapter notre offre de service. Plutôt que d'attendre que ces hommes-là viennent vers nous, peut-être prendre l'initiative, un petit peu comme je vous expliquais tantôt avec le volet entreprise, peut-être prendre l'initiative d'aller vers eux pour justement là, démystifier un petit peu qui on est, montrer ce qu'on fait, puis leur aider à se rendre compte que finalement, on est là pour les aider et non pas pour les juger et puis leur nuire davantage. OK, c'est une façon de vous faire connaître aussi. C'est une façon qui pourrait les amener aussi à vous contacter. Là. Tout à fait. Sur votre page Facebook, on trouve de nombreuses publications susceptibles de faire prendre conscience aux hommes des diverses problématiques qu'ils expriment finalement. Quelle est l'importance des réseaux sociaux pour votre organisme? C'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau pour nous, l'utilisation active là, des réseaux sociaux. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment d'informer la population en lien avec différents aspects de notre travail, différents aspects relatifs à notre mission. Et puis, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, oui, régulièrement, il y a des gens qui commentent nos publications. Il y a même des fois des petits débats là, qui se font en lien avec certaines publications. Donc, on pense que ça fait partie quand même là, de tout l'impact positif que ça peut avoir en lien avec cet objectif-là. Donc, y a-t-il des hommes qui vous contactent en disant « J'ai vu une publication sur Facebook. » Oui, ça arrive. Ça arrive. Je me rends compte que j'ai une problématique et je veux vous rencontrer. Tout à fait. Donc, ça a quand même un impact significatif à ce niveau-là. Tout à fait. Est-ce que vous avez aussi des partenaires qui vous aident dans votre mission? Oui, bien en fait, comme je vous expliquais là, tantôt, tout ce qui concerne le regroupement Cœur d'Homme, c'est sûr que pour nous, bien, c'est essentiel d'être chapeauté par un organisme avec des lignes directrices claires et puis qui nous représente bien aussi au niveau politique, au niveau gouvernemental. Sinon, bien, je dirais là, que les bailleurs de fonds, en fait, là, nous permettent d'actualiser, de réaliser notre mission. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qui sont importants pour nous. Est-ce que vous avez des projets de votre côté pour le futur? Oui, mais en fait, tout récemment, on a ouvert deux nouveaux points de service qui sont situés là, respectivement à Disraeli et East Broughton. Et puis là, je vous annonce une primeur. Actuellement, on est à revoir le programme complet d'intervention là, à notre organisme, notre programme d'intervention individuelle, pour s'assurer de le rendre encore plus efficace et encore plus adapté à l'accompagnement qu'on souhaite offrir. Donc, peut-être que d'ici l'automne, on aura là, de la nouveauté à vous signaler à cet effet-là. Donc, le s'adapter peut-être aux situations que vous rencontrez, au contexte actuel, des choses comme ça. Par quels moyens les gens intéressés peuvent-ils vous contacter? Bien, nos heures d'ouverture sont du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. On est situé au 683 boulevard Frontenac-Est, qui est l'édifice, excusez-moi, l'édifice identifié Promutuel. Oui. Et puis, sinon, ben, c'est possible par téléphone dans le 418-335-9717. Et puis, sinon, on a une page Facebook au nom de l'organisme et un site Internet qui est le www.centralteragir.com. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Jean-Philippe, pour ce bel entretien. Ben, c'est moi qui Ça a vous remercie. été un plaisir de vous rencontrer. Pareillement. Et je vous souhaite une bonne continuation dans vos activités. Merci.